Bienvenue dans les fausses nouvelles, le podcast à écouter de partout, en voiture, dans votre salon ou même les deux pieds dans l'eau. Ici, on va parler à 100% de la pêche à la mouche, avec passion, puis on ne fera pas que de lancer des lignes. On démêle les fausses croyances, on explore les astuces de pros les plus improbables et on reçoit des invités passionnés qui vont nous livrer leurs secrets sur les rivières du Québec. Chaque épisode, c'est l'occasion de rire, d'apprendre et de découvrir la pêche sous un autre angle, avec des anecdotes et des vrais conseils. Alors, vous êtes prêts à plonger avec nous dans cet univers insoupçonné de la pêche à la mouche? Allez, prenez votre canne et laissez-nous vous guider. Bienvenue à un autre épisode des Fausses Nouvelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Christophe Jourdain-Bonneau, qui est évidemment biologiste, mais titulaire d'une maîtrise en océanographie, là, j'ai bien ça, hein, bien ça. Et Ouais, écoute, il est spécialiste dans l'analyse des effets de la pêche à la mouche. C'est ça qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Donc, sur l'environnement et sur les écosystèmes aquatiques. Puis là, on parle de nos fosses, on parle de nos rivières. Fait qu'on l'accueille. Bonjour Christophe. bonjour Guildo, Hey, merci d'être là avec moi ce matin. Merci de participer. ça fait plaisir. Écoute, j'aimerais ça connaître un peu ton parcours. Alors, comment a commencé ton histoire de pêche à la mouche? Parce que tu es un pêcheur passionné. Et tout comme moi, tu pêches pas que le saumon, tu vas aussi Mhm. pêcher l'ombre de fontaine parce que tu as la chance d'en avoir dans ta cour. Ouais, absolument. Moi, j'habite à Saint-René-de-Matane, là, proche de la rivière Matane. Mon histoire de pêche, écoute, ça date d'il y a, tu sais, de ma jeunesse, là, d'il y a très longtemps. Moi, en fait, j'ai grandi à Laval, puis on passait nos étés pas mal dans les Laurentides. Fait que, moi, je suis avant tout un pêcheur d'achigan, je te dirais, de doré puis de brochet. C'est vraiment ça que j'ai commencé à pêcher au lancer léger. Éventuellement, bon, mon père m'a acheté une canne à mouche avec laquelle je peux aussi pêcher la chigan. Puis depuis que je suis déménagé en Gaspésie, là, depuis à peu près 8 ans, ben là, c'est sûr que j'ai un peu mis au rencard ma canne, mon lancer léger pour pas mal juste me concentrer sur ma canne à mouche, euh, avec laquelle je pêche, comme tu disais, le saumon et l'ombre de fontaine aussi assez souvent, là. Oui, je comprends quand on a la chance de pouvoir la côtoyer comme ça derrière chez nous. Euh, Ouais. Parle-moi un petit peu de tes expériences. Là, je me souviens que tu as une petite anecdote à nous partager. Oui, ben oui, écoute, c'est ça, là, j'ai des anecdotes de pêche, j'en ai beaucoup, mais celui que j'avais décidé de te partager, là, c'était, on pêchait souvent sur la rivière du Lièvre, proche de Mont-Laurier, là, quand j'étais jeune, puis bon, une espèce qu'il y a quand même en quantité dans la rivière, c'est le brochet. Puis ça nous arrivait, là, on avait des bons spots à brochet, là, à gué, en dessous de des ponts. Puis, je pêchais souvent avec mon père, puis à un moment donné, écoute, il me sort, il s'attelle après un pas pire gros brochet. Puis en leur montant, écoute, on a fait le saut, il y a une tortue serpentine, écoute, à peu près 2 fois plus grosse que le brochet, complètement énorme, qui est venu, qui a dû se dire que c'était un repas facile, qui a essayé de snapper le brochet. Finalement, le brochet a survécu, mais il est reparti avec une nageoire en moins, là. C'est quand même spécial parce que on penserait pas que les tortues, c'est assez rapide pour être capable d'attraper le nageoire d'un poisson comme ça, mais Ouais, ouais. c'est Finalement, oui, à l'avoir allé, c'est rapide quand ça veut c'est l'être, là. ça, exactement. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle a réussi à battre le lièvre finalement dans la forme de la fontaine. Écoute, rentrons dans le vif du sujet. On va parler de l'impact de la pêche à la mouche. On n'est pas Mhm. toujours conscient de l'impact qu'on a. Tu sais, moi, je parle beaucoup de leave no trace. Là, tu sais, tu vas à la pêche, puis ce que tu ramènes avec toi, tu le ramènes, tu ne laisses rien traîner, tu effaces tes pas le plus possible. Là. Euh, Ça, cet impact-là, tu sais, nous autres, c'est sûr, moi, d'une certaine génération, je me souviens de. On en voit encore malheureusement des déchets, mais à l'époque, là, Mhm. j'arrivais sur le bord des lacs, puis il y avait des canettes de bière qui traînaient à terre. Ça, on voit beaucoup moins maintenant, mais il y a quand même un impact autre. Alors, parle-moi un petit peu de ça, justement, Mhm. de l'impact de la Ouais, pêche à la mouche.
Ouais, ben je vais dire comme toi, je pense que le monde maintenant sont un peu plus, pour la majorité, un peu plus conscientisés, un peu plus sensibilisés là, surtout au niveau des déchets. Par contre, c'est sûr qu'il y a d'autres impacts. Puis, tu sais, impact, ben, c'est sûr que ça a une connotation peut-être un peu négative. Fait que si on parle d'impact négatif, il pourrait avoir, dans des cas comme la pêche à la mouche, où on a les pieds dans la rivière bien souvent, il peut y avoir un transfert d'espèces, que ce soit des espèces indigènes ou envahissantes, tu sais, des types d'algues, des types de moules. La moule zébrée, là, on en entend beaucoup parler les dernières années au Québec, qui vont être transférés si on ne fait pas attention à la façon qu'on lave notre équipement, nos waders ou nos bottes. Euh, c'est sûr que la pêche à la mouche aussi, en étant dans l'habitat, en marchant des fois dans l'habitat, ben, il peut y avoir de la dégradation, un apport de sédiments qui est plus élevé que la normale. Euh, Par contre, il n'y a pas juste des impacts négatifs, je crois, à la pêche. Puis si on va plus loin, ben, on peut même dire, selon moi, qu'il y a des impacts positifs. Tu sais, les pêcheurs au Québec, ils injectent de l'argent dans l'industrie de la pêche. Euh, ils, Ouais. les achats de permis, ça permet de financer le ministère de la Faune, ça permet la mise en place puis le suivi de plein de mesures de conservation, en fait, qui ne seraient pas possibles sans cet argent-là, puis à l'acquisition de données qui nous permet de mieux connaître les espèces et de mieux les gérer. OK. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je pêche aussi à l'extérieur du Québec. Euh, Puis quand tu vas sur certaines rivières aux États-Unis, il y a souvent des affiches qui disent interdiction de pêcher avec des feutres, par exemple, des bottes qui ont des feutres, pour éviter Ouais. justement de transférer des bactéries ou des algues dans d'autres rivières. Ici au Québec, c'est-tu le cas? Y a-tu des places qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos bottes avec des feutres? Non, pas. Ben écoute, puis contre toute réserve, là, je croirais pas ou je l'ai jamais entendu, mais c'est sûr que ça peut être un enjeu, tu sais, le transfert d'un cours d'eau à l'autre, d'un bassin versant à un autre d'espèces, tu sais, qui peut-être que dans un cours d'eau du sud du Québec sont indigènes, sont là, mais que si tu vas en Gaspésie sur la côte nord, c'est des espèces qui se retrouvent pas là habituellement, puis qui peuvent avoir un impact là. Euh, Ça serait peut-être quelque chose qui serait intéressant à mettre de l'avant, là. C'est sûr que je travaille pas pour le ministère non plus, puis je veux pas leur dire quoi faire, mais c'est sûr il y a un enjeu là, au niveau du transfert d'espèces d'un bassin versant à l'autre. C'est quoi la problématique avec les feutres? C'est que ça agit comme une éponge un peu? Ben, c'est parce que, oui, exactement. Puis, tu sais, c'est plus dur à laver que des bottes en caoutchouc avec des studs, là, on va dire. Euh, Puis écoute, même si on fait attention des fois avec les waders, faut pas penser non plus que d'interdire les feutres, ça va tout régler, là. Il faut faire attention, puis il faut laver son équipement, puis il faut bien le faire, là. Moi, c'est ça. Tu sais, entre quelqu'un qui a des bottes en feutre puis qui les nettoie, puis un autre qui a des bottes pas en feutre mais qui les nettoie pas, on va prendre celui qui nettoie ses bottes. Ouais, ouais, Tout à fait. Problématique aussi avec les waders, dans le fond, tout ce qui a touché à l'eau puis qui peut être contaminé. ouais, absolument. Qu'est-ce que ça fait, ça, sur les populations de poissons? Est-ce que, à part de contaminer les cours d'eau, est-ce que ça a un effet aussi sur la population? Ben, c'est sûr qu'introduire des espèces qui sont envahissantes, oui, ça peut avoir un effet sur les populations de poissons. Je peux te donner un exemple tu sais, de la truite arc-en-ciel là, qui a été introduite. Si je me souviens bien, là, c'est à partir je pense que les ensemencements dans le temps ont eu lieu dans la rivière Richelieu. Puis écoute, de la truite arc-en-ciel, maintenant, tu sais, t'en retrouves dans la rivière Matane, là. Fait que, au niveau de la compétition entre les autres espèces, par exemple de salmonidés, comme l'ombre de fontaine ou le saumon, ça peut avoir des effets. Ça peut compétitionner pour les ressources, ça peut faire de la prédation des fois aussi. Fait que ça peut affecter de plein de manières. Ça peut affecter, il y a des espèces aussi d'algues qui peuvent venir affecter la qualité de l'eau. Fait que, écoute, ça peut vraiment affecter de plusieurs façons. Puis souvent, c'est défavorable. Il y a aussi, dans ces espèces-là, que des fois qu'on qui contaminent finalement les autres populations, des fois aussi, c'est qu'on importe une espèce qui est prédatrice ou
puis territorial, puis là, ça nuit aux autres populations aussi. Oui, absolument. Ça vient rajouter une pression sur les espèces qui sont indigènes, qui sont là, qui étaient là avant. Fait que c'est sûr que, règle générale, je te dirais, là, introduire une espèce, c'est pas quelque chose qui est visé là, pour la santé de l'écosystème. As-tu quelques études de cas que tu pourrais me parler, comme par exemple sur la mortalité de l'ombre de fontaine sur la rivière Sainte-Marguerite, par exemple? Ouais, ben ça en fait, c'est l'étude sur la rivière Sainte-Marguerite, là, ça a été tiré du plan d'action sur l'onde de fontaine anadrome là, qui a été émis par le MFFP. Puis en fait, c'est sûr qu'il y a des espèces comme l'onde de fontaine qui peuvent être particulièrement vulnérables à la surpêche, puis qui sont assez fragiles aussi au niveau des remises à l'eau si c'est pas bien fait. Sur la rivière Sainte-Marguerite au Saguenay, il y a une étude en 2008 là, qui observait que la mortalité, la surpêche, en fait, pouvait expliquer la mortalité d'ombre de fontaine anadrome, qui allait jusqu'à 30% des individus matures, là, ce qui est quand même assez élevé. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander, à part de laver notre équipement, là? Euh, Quelles seraient les autres recommandations à faire à tous nos collègues pêcheurs, là? Ben, écoute, c'est quand même assez simple là, ce qu'il y a à faire, je pense. On vient de le nommer, laver l'équipement, c'est sûr que c'est facile à faire, puis tout le monde devrait le faire. Ensuite de ça, je pense que s'éduquer sur les espèces qu'on vise, sur les plans d'eau qu'on vise, sur leur état, s'il y a des informations, sur la façon de pêcher, de manipuler ces espèces-là, ça va grandement leur être bénéfique. Euh, Adopter des comportements éthiques. Sur le site de Saumon Québec, là, il y a toute une section sur l'éthique du pêcheur, euh, la manipulation des poissons. Bon, là, c'est sûr que c'est dans une optique de pêche au saumon, mais je pense qu'il y a plein de liens à faire, peu importe l'espèce qu'on recherche. La manipulation du saumon, ne pas laisser de détritus, c'est ça quand on va pêcher, ramasser ses affaires, euh, la, man- la façon qu'on puise le saumon. Écoute, il y a plein de choses, puis ça dépend vraiment des espèces aussi. Je te donne l'exemple aussi, si on pêche une espèce complètement différente, le masquinongé, ben, il existe des genres de filets qui permettent de le remettre à l'eau aussi très tranquillement. Fait que c'est sûr qu'en étant informé, ça nous permet vraiment de poser les bons gestes. Euh, Puis je dirais aussi on en parlait aussi tantôt, acheter son permis de pêche, investir dans les organismes de conservation, ben, c'est des actions aussi qui vont permettre aux espèces qu'on aime pêcher de perdurer dans le temps. Dis-moi, j'ai envie d'être un peu plus personnel, là. Toi, Christophe, ça ressemble à quoi, toi, une sortie en rivière, là? Qu'est-ce que tu fais exactement? Euh, Comment tu te prépares? Ben écoute, je vais te parler de mes sorties en rivière quand je vais pêcher la truite parce que c'est ça que je fais très souvent Ouais. là. La façon que je me prépare, ben, comme on vient de le dire, je lave mon équipement à chaque fois. C'est sûr que pour la truite, il y a tout le temps un enjeu auquel je fais attention, c'est la température. Tu sais, si on est en grosse, grosse période de canicule puis d'étiage, que les rivières sont assez basses, ben, tu sais, il faut se le demander, là, est-ce que c'est une bonne idée d'aller pêcher la truite? Puis si oui, peut-être que c'est mieux de garder les individus, tu sais, de moins pêcher, de garder les individus qui sont pêchés pour les manger, que de remettre à l'eau des individus qui vont peut-être être trop affectés par la remise à l'eau puis par la température puis qui vont éventuellement mourir. Oui, parce que la pêche, c'est Euh, un stress pour le poisson, il faut le dire. c'est sûr que c'est un stress, puis dépendamment de la façon que c'est fait, des conditions, il y a moyen que les espèces s'en remettent en grande proportion. Tu sais, si on prend le saumon, là, c'est en haut de 90% que le ministère considère la survie à la remise à l'eau. Mais c'est sûr que ça dépend si elle est bien faite. Eh oui, tout à fait. Ouais, fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Puis, tu sais, quand je ressors de l'eau, j'essaie de faire attention aussi où je marche dans la rivière, de pas, quand je suis capable,
le plus possible de marcher aux abords de la rivière puis pas directement dedans OK. pour pas favoriser, tu sais, pour pas faire lever les sédiments, je te dirais, euh, Fait que pour dans le fond, ce pas que tu me détruire. dis, dans le fond, ce que tu me dis, c'est d'être responsable quand je marche dans l'eau avec, idéalement, moi, j'utilise, parce que j'ai des problèmes de genoux, j'utilise un bâton de marche, là. Euh, Mhm, on lève nos pieds, puis on essaye de pas trop les traîner, puis absolument. quand on lève nos pieds, peut-être doucement, pour pas trop soulever les sédiments, veut pas, on va en soulever. Est-ce qu'on est mieux, parce qu'on du parle tout le temps, d'être contre-courant stratégiquement pour que la truite ne se rende pas compte qu'on lève des sédiments, mais Mhm. est-ce que c'est mieux aussi pour l'environnement ou ça dérange absolument rien d'être dans un sens du courant ou l'autre? Ben écoute, vite de même, je te dirais que ça change rien parce que dans le fond, les sédiments que tu vas faire lever, peu importe que tu marches vers le bas ou vers le haut, ils vont descendre vers l'aval, puis tu sais, ils vont se redéposer. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui. Tu sais, oui, il faut faire attention. C'est sûr que ça dépend t'es où, puis à quelle fréquence tu vas dans le cours d'eau, puis à quelle fréquence il y a du monde qui pêche dedans aussi, là. Faut pas penser aussi que de faire deux, trois pas dans un cours d'eau, si on fait attention, là, ça va le détruire, là. Mais tu sais, il faut quand même être conscient des impacts qu'on a tu sais, en faisant notre activité puis en marchant. Ben, je pense aussi que le lit des rivières varie beaucoup. Là, tu sais, il y a des places que c'est le lit est en petite pierre, puis avec des grosses roches, puis c'est pas mal moins pire que quand tu marches dans quelque chose qui est très argileux, très boiteux. Mhm. Parce que là, Oui, absolument. tu sais, quand tu poses le pied à terre, tu sens que tu descends de 3 pouces, là. c'est sûr, Ouais. c'est sûr que là, quand tu sors ton pied pour faire le prochain pas, t'amènes pas mal de sédiments avec toi. Fait qu'il y a peut-être des rivières, justement, qu'il faut faire davantage attention, même s'il faut faire attention partout. Euh, Lavement de l'équipement, je pense que c'est de mise partout. Puis Ouais. moi, j'ai entendu dire même qu'il y a des pêcheurs qui ont plusieurs paires de bottes, là. Alors, ça serait peut-être Mhm. une bonne idée, que si tu en penses, de dire, ben regarde, ça, ces bottes-là, je m'en sers pour le saumon, ceux-là, je m'en sers pour la truite, puis j'évite d'utiliser les mêmes bottes dans toutes les rivières, mettons. Je sais pas. Mhm. Je sais pas si c'est une bonne Oui, idée, mais c'est sûr que si on a le budget, ça pourrait être une bonne idée. Puis, tu sais, de prendre le temps de faire tremper ses bottes. Euh, c'est sûr que moi, par exemple, pour le terrain, des fois, puis euh, c'est sûr que ça peut être un peu dommageable à long terme pour l'environnement, mais de faire des genres de solutions avec de l'eau de javel qui te permet vraiment de tuer ou d'essayer de tuer presque tout ce que tu as sur ton équipement avant de retourner dans l'eau, ça peut être quand même une bonne idée pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination entre les cours d'eau. ben écoute, je vais te donner un truc que je fais Mm. hein, pendant qu'on est là-dedans. Il y a un appareil qui se vend sur Amazon qui te permet de faire du HOCl4, qui est finalement un peu ça sent l'eau de javel, mais pas fort. OK. Euh, et puis, les dentistes utilisent ça pour désinfecter. Le corps humain produit du HOCl de façon naturelle. Ça tue toutes les bactéries, là, ça a l'air que ça tue même la COVID. Alors donc, c'est un produit que moi, je produis à la maison en 15 minutes à 300 ppm, c'est-à-dire que je fais le setting. Écoute, c'est juste de l'eau, 2 petites cuillères de sel. Cet appareil-là transfère tout ça en HOCl. On met un petit peu de vinaigre aussi. Et là, je me fais des bouteilles de spray avec ça. Depuis qu'on a ça, on a éliminé à peu près tous les produits nettoyants de la maison. On n'utilise plus rien d'autre. C'est ça qui nettoie OK. tout. Ils disent de faire attention sur le métal, mais jusqu'à la date, j'ai pas eu de problème. On lave les douches, là, bien toutes, puis évidemment, je lave tout mon équipement de pêche avec ça. Fait que je prie mes bottes à l'intérieur, à l'extérieur, ça tue tout. En 30 secondes, tout est tué. Fait que, J'ai l'impression que probablement que ça doit être moins dommageable sur l'équipement qu'une solution d'eau de ah, javel, c'est là. clair, Donc, puis je moi, connaissais pas ça, mais écoute, je vais tu regarder ça. regarderas ça. C'est sûr pour moi, ouais. J'en reparlerai sûrement dans un futur épisode. Je donnerai peut-être même le lien là, pour que les gens puissent aller voir l'appareil. Écoute, c'est pas donné, là. C'est 299 je pense, l'achat de l'appareil, mais écoute, j'utilise ça depuis 5 ans. La quantité de produits que je paye plus, ça a payé T'es l'appareil. sûrement revenu dans ton Ah ouais, argent, c'est là. clair, là. Puis je m'en sers partout.
Là, je suis dans ma vanne. On a 2 bouteilles avec nous autres. On nettoie tout avec ça. C'est vraiment fantastique. Puis ça tue tout. Fait que donc, les algues, peu importe ce peut transporter, ça veut pas dire qu'il faut pas rincer nos bottes au préalable, là. Moi, je rince toujours mes bottes. Mhm. Ah oui, Mais absolument. tu sais, ça va t'éviter. Il y en a qui ont des problèmes de champignons dans leurs bottes parce que justement, ils les lavent pas. Puis à un moment donné, ben, là, ça tue tout. Ça nettoie tout. Fait que tu shoots ça, c'est en spray. Puis ça serait un bon truc peut-être à avoir dans notre équipement de pêche en tout temps. Puis, Ouais. ben c'est ça. Par rapport de ça, quelles sont les erreurs que tu vois que les pêcheurs font là, de façon générale, à part d'oublier de nettoyer leur équipement? C'est sûr que, tu sais, nettoyer ton équipement, il faut que tu le fasses presque tout de suite après, là. Si tu attends que Ouais. ton équipement soit séché avant de le nettoyer, ben, tu ne nettoyeras pas grand-chose. Puis, le mal est probablement fait dans ton équipement. C'est-à-dire que, tu sais, s'il y a eu des champignons à se développer, ben, ils ont eu le temps de se développer par le temps que tu décides de retourner dans une autre rivière. Puis, un équipement sèche, juste de passer une brosse, c'est pas suffisant, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 absolument pas. Tu sais, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qu'il y a rien. Fait que je pense qu'un lavement avec des produits, là, c'est vraiment, vraiment important, là. Moi, c'est ça. Puis, à part de ça, quelles seraient les autres erreurs là, que les pêcheurs font? Les erreurs qui peuvent affecter les poissons, là, je te dirais, Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a euh, des mauvaises remises à l'eau, là, ça c'est sûr qu'il y en a, surtout tu sais, chez les pêcheurs qui sont un peu plus néophytes, qui ont moins d'expérience à, euh, à travailler puis à toucher des poissons. Tu sais, des espèces comme les salmonidés, là, si on prend l'ombre de fontaine, le saumon atlantique, c'est des espèces qui ont un genre de limon sur la peau. Puis ça, c'est quelque chose que juste avec nos mains, là, on peut venir détruire un peu, en fait. Puis c'est toujours important d'avoir les mains mouillées OK. quand on manipule des salmonidés, parce que ça peut créer des portes d'entrée pour les infections de la peau. Tu sais, on le disait tantôt aussi, la pêche, ben, c'est sûr que ça a quand même un effet sur le poisson. C'est une dépense d'énergie. Puis dans certains cas aussi, quand l'eau est chaude, par exemple, puis qu'on pêche un poisson, qu'on le remet à l'eau, ben, ça peut venir affecter un peu son système immunitaire. C'est pour ça qu'il faut que ça soit fait de la meilleure façon si on veut que le saumon, non seulement, ou le salmonidé survive à la remise à l'eau, mais survive sur le long terme aussi, puis qu'il ne soit pas affecté par une diminution de sa santé, là. Ouais. Parle-moi, justement, on parlait de remise à l'eau, là. Comme tu connais les 2 espèces, c'est quoi la différence entre la remise à l'eau d'un saumon puis la remise à l'eau d'une grosse truite, par exemple? Euh, je pense il y a bien des choses qui doivent être faites de la même façon. En fait, ça devrait être fait de la même façon, selon moi. OK. Euh, la différence, je pense qu'elle est surtout dans la capacité de l'espèce à s'en remettre. OK. Euh, c'est sûr que dans les deux cas de gros individus qui ont des grosses dépenses d'énergie, je pense que de minimiser le plus possible le combat, c'est tout le temps une bonne idée pour y permettre de préserver son énergie puis de s'en remettre efficacement après. Tu fais quoi, toi, Comme je pour disais, minimiser le combat? C'est quoi tes trucs quand une fois que tu l'as au bout de ta ligne, là, qu'est-ce que tu fais pour que ça soit plus court? ben, tu sais, c'est de ne pas faire durer le combat, fait que c'est de le suivre, c'est d'essayer de le puiser sans le blesser le plus rapidement possible. Il faut pas aussi être, tu sais, c'est un bon entre-deux entre y aller assez vite, mais pas y aller trop vite non plus. OK. De manipuler ensuite le moins possible l'individu, de le garder tout le temps la tête dans l'eau. Euh, puis, tu sais, ça, on le voit là aussi, surtout avec les pêcheurs de saumon, là, qu'il y a de plus en plus de conscientisation, de sensibilisation qui a été fait. Puis on voit beaucoup plus de photos maintenant des gens qui sortent pas complètement le poisson de l'eau pour prendre leurs photos, mais qui le gardent en partie dans l'eau, là. Ouais. Puis ça a clairement un effet sur la santé du Ben poisson oui, puis tout à fait. sur son état, là.
tout à fait. OK, parfait. Maintenant, si on parlait un peu des recherches, tu dois travailler peut-être sur des recherches même en ce moment, ou y a-tu des choses en cours ou à venir? Ouais, ben écoute, c'est sûr qu'il y a, il y a plus qu'une centaine de rivières à saumon au Québec. Donc, puis toutes ces rivières-là ont leur population de saumon qui remonte frayée. Donc, on a beaucoup de travail à faire. On travaille pas sur toutes les rivières en même temps, euh, mais on a on travaille sur plusieurs projets en ce moment là. Écoute, moi, je viens de finir avec la Sogerme, là, qui est la société de gestion de la rivière Matane, une étude sur, on est allé prendre des échantillons d'eau dans certains tributaires où on suspecte qui sont utilisés par le saumon atlantique. euh, Pendant son cycle de vie. Fait que ce soit peut-être des fois des individus matures qui remontent dans ces tributaires-là, dans ces petites rivières-là, ou les juvéniles qui les utilisent avant d'entreprendre leur voyage en mer. Puis ces échantillons d'eau-là, en fait, ils vont être analysés pour de l'ADN environnemental. En fait, on va essayer de trouver de l'ADN de saumon à partir des échantillons d'eau. Puis ça va nous permettre de déterminer quels tributaires sont importants pour l'espèce, puis essayer d'aller après ça proposer des bonifications au niveau de la protection de ces tributaires-là. OK. Ben, Ouais, super. c'est super intéressant. Oui. L'ADN environnemental, c'est une technologie qui est quand même relativement récente, je te dirais, OK. mais qui est en plein essor. C'est sûr que ce qui est le fun, c'est que c'est non invasif. Tu n'as pas besoin de manipuler de poissons ou de faire, tu sais, par exemple, c'est sûr que d'habitude, c'est fait avec de la pêche électrique aussi, qui est une technique un peu plus ancienne, un peu plus éprouvée. OK. Euh, mais écoute, c'est une super belle technologie, puis on a bien hâte, on n'a pas encore reçu les résultats, mais on a bien hâte de voir ça va ressembler à quoi. Écoute, sinon, on travaille sur plusieurs projets sur la côte nord aussi, sur des gros systèmes, là, comme par exemple la rivière Natashquan, où on a fait dans les dernières années un plan de conservation et de mise en valeur de la rivière. Puis en 2025, on va essayer d'aller voir avec la communauté de Nutashquan si on est capable d'aller chasser du loup marin dans l'embouchure de la rivière. Euh, Puis ensuite de ça, d'analyser les contenus des estomacs pour voir s'il y a un impact de la prédation du loup marin sur les populations de saumon. OK. Wow. Bon, Ouais. c'est important, ça, parce que et- évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était la cause. C'est pas juste. C'est sûr que Oui, ben écoute, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, c'est une grosse préoccupation, puis il n'y a pas beaucoup de données qui existent à ce niveau-là, là. Donc le ministère Pêche et Océan va nous aider à analyser ces échantillons-là qu'on va leur fournir. Puis c'est ça, là, c'est comme, tu sais, on en entend beaucoup parler depuis plusieurs années, tu sais, il y a beaucoup de phoques, ça remonte dans les rivières à saumon des fois, mais on ne le sait pas en fait s'il y a un impact. Fait que ça va nous permettre de commencer à travailler à acquérir les questions, là. OK. Question en rafale maintenant. Vas-y. Écoute, je vais essayer de ne pas être trop difficile. Je te demanderai pas de choisir entre le saumon puis la truite. Ça serait vraiment malhonnête de ma part. Mais je vais te demander quand même quelques petites rafales, comme par exemple bottes avec des pics, ou des bottes avec des feutres. Ben, moi, je pêche avec des bottes avec des feutres. OK? Je pêche tôt dans l'année, puis tard aussi, puis tu sais, j'utilise mon équipement tard aussi pour quand je fais du terrain. Donc, c'est sûr que quand il y a euh, quand il y a un peu de. Ben, en fait, je te dis ça, puis c'est probablement que ça serait même meilleur avec des pics quand il y a un peu de glace sur les roches. Ouais. Mais j'ai toujours pêché avec des feutres, puis j'ai l'impression que je suis plus stable avec ça, là. Remise à l'eau à main nue ou avec des gants? À main nue, les mains mouillées. Parfait. Peux-tu expliquer pourquoi?
Ben, exactement comme je disais tantôt, là, c'est pour, tu sais, avec des gants, là, tantôt je disais qu'on pouvait enlever, par exemple, le limon ou Tout à un fait. peu la pellicule qu'il y a sur la peau des poissons. C'est sûr qu'avec les gants, là, ça va être encore pire, là. Euh, c'est pour ça que, selon moi, puis tu sais, c'est ça qu'on faisait dans le cadre de ma maîtrise aussi quand je manipulais les individus avec lesquels je travaillais. C'était les mains mouillées dans l'eau, puis le moins possible aussi, là, tu sais. Parfait. Puis, je te demanderai pas entre lac et rivière, parce que je sais que ça va être rivière, mais courant rapide ou courant lent? Je te dirais courant lent. OK? Ouais, Parce que ouais, t'aimes ouais. te promener un peu plus, puis Ouais, j'aime les belles grosses fosses où il y a comme un ralentissement, là, puis j'ai de l'espace aussi pour faire plusieurs lancers, là. OK. Et dernière, noyée ou flottante? Flottant. Flottante, OK. Ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup monter des mouches, puis je te dirais que euh, monter des gros bombers là, pour le saumon, c'est le fun, puis c'est le fun à pêcher C'est avec le fun, aussi, hein? là. Bon, écoute, Ouais. je te remercie beaucoup pour ta participation. On a sûrement la chance de faire un futur épisode ensemble, mais celui-là, je pense qu'il était riche d'informations. Je te remercie beaucoup, Christophe. Eh ben, merci à toi, Gildo, puis assurément que si tu me réinvites, ça va me faire plaisir de reparticiper. Ben oui, on aura peut-être la chance de pêcher ensemble un jour. Alors écoute, porte-toi Ouais, bien. ouais, ouais. Si t'es dans le coin de Matane, t'as juste à me faire signe. OK. Puis, félicitations pour ta belle petite famille aussi, là. Regarde, ils sont Ouais, bien tranquilles, on n'a merci. pas vu personne. Non, non, non. Elle est encore trop jeune, mais elle a déjà sa petite canne à pêche qui est achetée, Ah là. oui, Fait c'est que super, c'est ça. une question de temps jusqu'à temps qu'elle puisse me suivre. OK, ben merci, puis à la prochaine. Bye, Bye. bonne journée. Bye. Merci d'avoir écouté Fausse Nouvelle, votre ligne de découverte et de perspective sur la pêche à la mouche. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant aux différentes plateformes d'écoute telles Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Vodio.ca et à notre chaîne YouTube Fausse Nouvelle pour voir les vidéos. Comme ça, vous serez toujours averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Merci à notre commanditaire Cinequinox pour avoir rendu possible la réalisation de cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fausses Nouvelles.